et bonsoir à vous, Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député de Seine-Saint-Denis. D'abord, l'heure de retrouver notre cellule vrai-faux à France Info, représentée ce soir dignement par Luc Brisson. Bonsoir Luc. Bonsoir. Luc, vous revenez ce soir sur une publicité de l'assurance maladie, un spot radio sur les arrêts de travail qui a agacé certains auditeurs car jugé trop culpabilisante. On regarde. Je crois que je vais me faire arrêter. Te faire arrêter? Vraiment? Un arrêt de travail, c'est comme un traitement. Il n'y a que ton médecin qui peut savoir si t'en as besoin. Bah, moi, ce que je sais, c'est que j'aimerais bien me faire arrêter. Ah ouais, mais jamais un médecin t'arrêtera juste parce que t'aimerais bien. L'arrêt de travail, seul votre médecin sait si votre état de santé le nécessite ou pas. Alors, cette publicité, Luc, elle relance le débat sur certains arrêts maladie qui seraient abusifs ou injustifiés, ce que dénonçait notamment Catherine Vautrin quand elle était au ministère du Travail cet été. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces arrêts maladie dits de confort? Alors, on sait qu'il y a des fraudes qui existent. L'assurance maladie a détecté 42 millions d'euros de fraude aux arrêts de travail en 2024. Mais ça, c'est surtout des fraudes aux faux arrêts de travail, donc aux documents falsifiés. Ce n'est pas forcément des gens qui feraient, entre guillemets, semblant d'être malades. Et sur ce point, c'est possible. Il y a peut-être des salariés qui accentuent leurs symptômes. Peut-être que des médecins sont trop complaisants quand ils donnent des arrêts de travail. Mais ce phénomène, on ne sait pas le quantifier. Selon l'économiste de la santé, Frédéric Bizard, c'est une infime minorité qui n'explique pas la hausse des dépenses dues aux arrêts de travail. Car il y a vraiment une hausse des arrêts de travail? Alors oui, les arrêts de travail, ça coûte de plus en plus cher à l'assurance maladie. Regardez, en 2014, ça représentait 7,4 milliards d'euros et en 2024, c'est passé à 12,1 milliards d'euros. Alors pour l'expliquer, plutôt que de regarder les arrêts dits de confort, on peut par exemple regarder le nombre de personnes qui sont en affection longue durée. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui sont tout le temps en arrêt de travail, mais c'est des gens qui ont une maladie qui nécessite un traitement prolongé. Et leur nombre a fortement augmenté. Vous le voyez, 9,7 millions de personnes en 2013 en ALD contre 12,7 millions en 2023. Et puis, il y a aussi la question de plus en plus préoccupante de la santé mentale qui peut expliquer une hausse de ces arrêts maladie. Alors, est-ce que dans tout ça, il y a des arrêts de complaisance? C'est possible, on ne peut pas le nier, mais comme je vous disais, on ne peut pas quantifier ce phénomène, donc on ne peut pas dire que c'est une majorité. Et quand bien même on arriverait à lutter contre ces arrêts de confort, est-ce qu'on arriverait pour autant à faire baisser les dépenses de l'assurance maladie? Eh bien, pas forcément, parce qu'au-delà de la santé de la population, il y a des raisons mécaniques à la hausse de ces arrêts. C'est ce qu'expliquait la Cour des comptes. Premièrement, il y a la hausse des salaires. Alors pourquoi la hausse des salaires? Bien parce que les indemnités journalières qu'on touche quand on est en arrêt de travail, c'est indexé sur notre salaire. Vous le savez, chaque année, les salaires augmentent, donc forcément, les indemnités journalières augmentent également. Et deuxième point, c'est la population active qui augmente aussi. Donc forcément, le nombre d'arrêts augmente. Donc même si on arrivait à mieux lutter contre ces arrêts dits de complaisance, entre guillemets, les dépenses liées aux arrêts de travail, elles vont certainement continuer à augmenter de par ces facteurs. Merci beaucoup Luc Brisson. Rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de la cellule Vrai-Faux. C'est le samedi à midi et dimanche à 20h. Merci beaucoup. Alexis Corbière, donc député de Seine-Saint-Denis, fondateur de l'Après, le parti fondé par plusieurs ex-insoumis. Martine Autain, Daniel Simonet, Raquel Garrido. Voilà. Une réaction peut-être d'abord pour commencer à ce qu'on vient d'entendre? C'est bien de faire... merci pour ce travail, c'est utile. Effectivement, il y en a assez de ce discours culpabilisateur sur une réalité en vérité, c'est qu'il y a de la souffrance au travail. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont au travail abîmés, fatigués. Il y a une augmentation des accidents du travail. Nous sommes un des pays au monde où il y a le plus d'accidents mortels au travail. Donc il faut prendre la question du travail au sérieux, pas dans un regard qui consiste à dire que les Français ne travailleraient pas assez, seraient un peu feignants, tricheraient. S'il y a de la fraude, par ailleurs, ce seraient des médecins. Mais là aussi, peut avoir des contrôles sur les médecins. Est-ce qu'il faut les renforcer, ces contrôles? Oui, pourquoi pas? Moi, il n'y a pas de problème. On peut renforcer les contrôles, vérifier que effectivement les gens ne trichent pas. Mais il y a aussi... Ça ne peut que protéger les gens. Bien sûr, mais il y a aussi des études. Je ne sais pas que vous allez aborder ce sujet, mais ça vaut le coup de retrouver les chiffres qui démontrent que beaucoup de gens... Vous savez, il y a des déserts médicaux, les gens ne vont pas voir nécessairement le médecin, continuent à travailler souvent dans un état de santé dégradé. Et puis, il y a un sujet aussi de la souffrance psychologique aujourd'hui, qui est très important, qui est observé. Donc, et c'est assez frappant. Enfin, franchement, je l'avais pas vu, ce clip. On a quand même le droit de dire je suis fatigué, je vais peut-être m'arrêter. On a le droit de dire je suis malade, même si on n'est pas médecin. On a le droit de dire qu'on se sent pas bien et que peut-être il serait bon que l'on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Je veux dire, c'est utile, y compris à l'entreprise, d'avoir des salariés. Parce que s'ils ne s'arrêtent pas souvent,
eh bien, il risque d'être encore plus malade et de contaminer encore plus ses collègues de travail. Donc, moi, j'en ai assez de ce discours qui consiste à dire que les gens sont des feignants, qu'on bosse pas assez, qu'il y a de la triche, etc. On va avoir un texte qui va commencer, je travaille là-dessus prochainement, sur la fraude sociale, la fraude fiscale portée par le gouvernement Le Cornu. Ça va être un débat intéressant parce que, vous savez, en vérité, cette fraude sociale, elle est assez faible en vérité. Elle est souvent due à certains employeurs qui sont un peu indélicats. Mais c'était même la Cour des comptes qui disait la fraude des pauvres est une pauvre fraude. C'est pas vrai. Mais on voit bien qu'à l'inverse, il y a tout un discours qui vise encore plus à culpabiliser, à sanctionner encore plus dur les gens modestes, les petits travailleurs. Non, mais si rien n'a... Le fait, par exemple, de limiter la durée du premier arrêt de travail pour essayer de rechecker après pour savoir si c'est encore nécessaire. Alors, vous allez me parler des déserts médicaux. Oui. Ça va être cher parce qu'il va falloir retrouver un médecin. N'est pas forcément une aberration. C'est-à-dire qu'on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'arrêts de travail qui étaient donnés par téléconsultation et qu'il y avait en gros des spécialistes. Donc, juste pour protéger les vrais malades, sans jeter de la suspicion, il faut peut-être juste... Parce qu'on entend des gens qui disent il est en arrêt, enfin... C'est pas quand même quelque chose qui a été entièrement inventé par la droite. Ah, mais c'est une ambiance qui consiste à... C'est toujours pareil. Il y a toujours de l'abus sur tous les sujets. Vous évoquiez avant la qualité de métier de journaliste, vous défendez le métier, vous avez bien raison, et il y a des collègues qui ne font pas bien leur travail. Il y a des médecins peut-être qui abusent. Je suis moi-même enseignant, il y a des mauvais professeurs. Mais est-ce que le problème est celui-là ? Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, je suis pour qu'on discute du travail. C'est quelque chose qui est fondamental. Mais discutons du travail aujourd'hui. La rémunération, les conditions de travail, la dégradation des conditions de travail, la souffrance au travail. Moi, je veux qu'on aborde cette question-là. Et une fois qu'on aura abordé cette question-là, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a supprimé les CHSCT, on a supprimé, c'était le premier acte du gouvernement Macron, dès 2018, toute une série de pénibilité au travail. Donc les corps, on appelle ça toutes les détériorations musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques. Mais regardons-les, les maux d'épaule, les dégradations, les dos qui font mal, toute cette situation. Moi, je vois en particulier les femmes de ménage en particulier, les femmes qui donnent du soin, qui portent des corps, des gens âgés, tout ça s'abîme. Donc, et souvent dans des conditions... Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que ça manque de respect parfois. Et il y a un mépris social, je trouve, dans la discussion sur cette affaire-là. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'arrivée, on ne puisse pas discuter du fait qu'il y a peut-être des gens qui abusent, bien entendu, c'est pas mon problème. Mais on a... Vous savez, il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail. Ça peut être intéressant. Je vais vous dire, je déborde pas, mais il y a un sujet qui m'a touché. La mort de certains jeunes gens en stage, en entreprise. Les lieux de travail, c'est des lieux où ça peut s'abîmer. Et ça m'a frappé parce qu'il y a un père qui lutte là-dessus. Vous l'avez sans doute donné la parole. Son fils est mort à l'occasion d'un stage en seconde. Le lieu de travail est un lieu dangereux. Il faut des protections. Il y en a de moins en moins. Les corps s'abîment. C'est dangereux pour le salarié. Et tout ça, on a eu ces dernières années toute une série d'allègements de protection. Et donc, je suis pas d'accord pour qu'on aborde la discussion du travail uniquement en termes il y a des profiteurs et on va mieux les traquer. C'est souvent les plus modestes qui trinquent. Alors, vous l'avez évoqué, Alexis Corbière, vous nous avez écouté précédemment, on en parlait, la question de cette labellisation des médias qui est proposée par Emmanuel Macron, qui suscite une levée de bouclier d'une partie de la classe politique, en particulier à droite et à l'extrême droite. C'est une bonne ou une mauvaise idée de dire on pourrait créer un label pour dire il y a certains médias qui respectent les règles professionnelles déontologiques ? Ce qui est attendu, c'est la loi qui arrive là, qui fait suite à des réflexions aux États généraux sur la presse. Vous avez besoin, vous, la presse, et le service public en particulier, que la confiance des citoyens soit consolidée et se renoue avec vous. Vous avez besoin, à mon avis, de règles déontologiques, vous le faites, mais il n'y a pas de problème à consolider ça. Et vous êtes aujourd'hui concurrencé par toute une série de médias privés, etc. Et il y a un sujet qui est que il faut vérifier ce qui est une information journalistique et un travail et ce qui est... Enfin, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit précédemment. Donc c'est une bonne idée. Mais moi, qu'il y ait des codes, des chartes de déontologie qui soient respectées. Il y en a dans beaucoup d'entreprises. Oui, mais déjà. il faut les consolider. Je veux dire, je ne veux pas être cruel. Tout à l'heure, vous avez donné la parole à une collègue au Point. Moi, j'ai été en procès avec Le Point. J'ai été attaqué par une pure fake news et toute une série de gens au sein de ce journal, par exemple ce grand hebdomadaire qui touche de l'argent public, est régulièrement condamné pour des mauvaises informations et pour des mensonges. Contre moi, c'était une calomnie qui expliquait que j'avais une esclave
chez moi, une femme de ménage Ils fausse. sont Avez venus, vu ils ont ça? expliqué. Il m'a fallu un procès, ça a mis 2 ans, etc. C'est très compliqué. Et bon, Et le journaliste, je crois, responsable de ça, n'est pas resté au oui, le journaliste n'est pas. Mais enfin, Irène. comment il s'appelle? Le directeur de publication a continué à raconter partout, à donner des leçons. Enfin, bref, je ne vais pas ramener sur mon cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des journaux en vue, financés d'ailleurs par des grandes personnalités du monde des affaires, qui racontent aussi des sottises. Donc moi, je suis pour que la déontologie soit renforcée au sein de la profession. Je suis pour qu'effectivement, il y ait des possibilités de contrôle. Et que la profession, c'est ça ma conclusion, que la profession elle-même s'organise. Là où il y a une erreur totale de communication de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a donné l'impression, je ne vais pas le défendre, c'est pas tout à fait vrai quand on l'écoute, mais il a donné l'impression que ce serait été lui qui aurait donné la Il a même dit labellisation. strictement le contraire. Bon, d'accord. Et après, j'ai bien vu comment on a le groupe Bolloré, on va citer son nom, qui est un groupe agressif aujourd'hui, qui diffuse, comment dirais-je, qui fait en plus, c'est un travail d'éditocrate systématiquement qui est fait, qui correspond plus à l'idée que je me fais du journalisme, et qui diffuse dans le débat public toute une série de mensonges, etc., qui mène des campagnes. Mais je vous interpelle et je ne veux pas rentrer plus, mais vous voyez ce dont je parle. Il faut que vous, le service public, vous soyez exemplaire par rapport à ça. Il faut que vous soyez exemplaire. Il faut que vous soyez exemplaire. Mais c'est ce qu'on essaye de faire Oui, tous les jours. Ça n'empêche pas les erreurs, puisque comme Oui. vous le savez, l'erreur est humaine. Oui. Mais quand on fait des erreurs, on le dit, on le reconnaît. Mais on je s'excuse. vois l'adversaire, moi c'est le Rassemblement national, je suis en commission culture à l'Assemblée nationale, qui veut mettre fin au service public d'information, qui considère qu'il faut tout privatiser. Et moi je suis pour défendre un service public de l'information. Je suis pour qu'il y ait un code de déontologie qui soit respecté par les journalistes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Et qu'il y a un enjeu aujourd'hui de concentration des médias entre les mains de quelques-uns. Et on a en plus, je cite notamment M. Bolloré, qui a la particularité non seulement d'être un capitaliste et d'avoir beaucoup mais aussi de titres de presse, mais d'avoir un agenda politique. Et là, il y a un problème, parce qu'il diffuse dans le débat public toute une série de thèmes, alors qu'on voyez, on vient parler du thème du travail, qui est la première préoccupation des Français. On a trop souvent l'impression, quand on écoute certains de ces médias, et ils ont des médias écrits, des télévisions, que l'unique préoccupation, c'est l'obsession incessante sur les musulmans, l'immigration, etc. Alors qu'on aurait des beaux sujets sur le travail, par exemple, sur l'éducation, qui me semblent au moins préoccuper les Français, voire beaucoup plus que ces thèmes. Et là, donc c'est un enjeu de société, pas seulement vous comme corporation, mais qui nous concerne tous. Alexis Corbière, l'université Lyon 2 a annoncé aujourd'hui avoir suspendu un de ses enseignants, très critiqué pour avoir qualifié de génocidaire à boycotter 20 personnalités, dont une majorité de confession juive, qui avait publié une tribune appelant Emmanuel Macron à différer la reconnaissance de l'État. Pour justifier sa décision de le suspendre, l'université évoque aujourd'hui une nouvelle publication sur les réseaux sociaux. Alors, elle n'est pas nouvelle, mais elle a été révélée récemment, dont, dit-elle, la teneur des propos et du visuel n'est pas compatible avec les valeurs de la République et de l'université. Là, voilà cette publication. Parce que j'ai un peu honte, on vient de parler de la presse. Je voulais avoir un mot sur Christophe Glaise, quand même. Pardon, voilà. J'aurais dû vraiment... On peut en parler après, mais après ça... c'est quand même fondamental. On va parler de Christophe Glaise, promis. Mais photomontage, donc retrouvé sur le compte de cet enseignant, daté de janvier 2024, qui reprend plusieurs clichés antisémites. Votre réaction, Alexis Corbière? Alors, je connais un peu cet universitaire, enfin, je vois à peu près le type de travaux qu'il fait. Julien Théry, qui est un historien médiéviste. Julien Théry, qui est un historien. Soutenu par Jean-Luc Mélenchon. On le dit tout de suite pour que les téléspectateurs aient tous les éléments. Il a parlé d'un enseignant éclairant. Moi, je l'ai rencontré une fois, il m'a invité sur un média, j'avais sorti un livre sur la Révolution française, c'est un historien sérieux. Et là, c'est quoi, là? Alors voilà, je vais essayer de... premièrement, comment je pourrais dire ça? Dans le débat extrêmement sensible, en particulier quand on est universitaire, et il est engagé, lui, Julien Théry, comme moi d'ailleurs, en soutien au peuple palestinien, et il est assez indigné par le massacre qui a eu lieu à Gaza. Mais je pense qu'on doit redoubler de vigilance, parce qu'il n'a pas dressé une liste, il a repris une liste d'une pétition, mais on doit redoubler de vigilance à ne pas donner l'impression de quelque chose qui est blessant, qui peut être... C'est pas que c'est blessant, c'est que c'est ciblé. Non, mais Attendez, c'est plus que blessant. Justement, soyons précis. Il les traite de génocidaires. Alors, Charlotte Gainsbourg et... Deux choses. Comment sur cette liste? Ce que je veux dire, c'est qu'à ma connaissance, j'ai un peu regardé des choses, c'est pas lui qui a fabriqué la liste, il a répliqué une liste de signataires. D'accord, d'une pétition qui s'en prenait, faut du moins qui reprochait au président de la République de ne pas conditionner la reconnaissance de l'État palestinien. Donc cet homme n'a pas dressé.
Par contre, après, je pense malgré tout que c'est fort maladroit de ne pas voir, quand on met la liste de signataires, d'appeler à boycotter n'importe quelle condition. Moi, déjà, je ne suis pas là-dessus. Je pense que Charlotte Gainsbourg est une artiste. Elle a le droit d'avoir les positions elle et qu'elle les veut. autres, d'ailleurs. On a le droit... Pardon ? Elle et les autres. Non, mais je Raphaël pense Antoine aussi. elle, ou est-ce Moi, que je veux dire, il y avait cité, des tas de gens qui ont le droit d'exprimer leur position et que je me méfie de la manière dont c'est abordé. Mais au-delà, donc ça, c'est une première chose. Comment dirais-je, qui est que, de la même façon que il faut avoir une sensibilité et comprendre l'antisémitisme est une réalité, l'inquiétude de beaucoup de gens qui sont sensibles à cette question et qui sont même de confession juive, de défendre le peuple palestinien sans avoir cette indélicatesse, cette erreur de dire voilà une liste. Bon, ça c'est une chose. Après, ce visuel, tel que je l'ai vu à l'heure actuelle, je n'ai pas tous les éléments. Il est inacceptable, lui, le visuel. Et lui, il est clairement antisémite, de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est l'image de ce que j'ai compris, de quelqu'un avec une étoile jaune, une espèce de kippa démesurée, qui fait la poche de quelqu'un. Ça, c'est une image antisémite. C'est un prof d'université. Hein. Voilà. Et quand on est prof d'université, la ligne de Julien Terry, de ce que j'ai vu sur Facebook, et dire j'ai fait une erreur, je regrette, on peut en tenir compte, mais c'est pas malin et c'est quand même préoccupant. C'est pas une erreur et c'est pas malin. Ça peut être jugé dans certains cas bien plus grave que ça. Ce que j'appelle pas malin, c'est quand il dit qu'il regrette, etc., précisément, et moi je veux le croire sincère sur le fait qu'il n'est pas antisémite, mais c'est une erreur, une faute, voilà, je vais le dire comme ça. C'est ça que je veux dire, une faute. Alors, en particulier, lui, c'est un universitaire, donc c'est un homme, je veux dire, d'écrit, voilà. Il a des jeunes, il a la liberté académique, mais il a des jeunes entre les mains. Voilà. Donc c'est dangereux. Moi, tel que les choses sont là, je considère que ça n'est pas acceptable de diffuser ce type d'image. Alors, est-ce que c'est acceptable de le soutenir comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, non, mais me ramenez pas à ce que fait je vous ramène Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a en ce moment une ambiance d'antisémitisme et non pas un antisémitisme. Non, mais attendez, moi je ne veux pas prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme moi, il y avait l'histoire de la liste. Ouais. Et il y a maintenant cette image. Je ne suis pas persuadé, je ne veux pas parler au nom de Jean-Luc Mélenchon, que Jean-Luc Mélenchon approuve ce type d'image. Mais on verra. J'en sais rien. Après, je veux dire... Non, mais c'est pour savoir où vous vous situez par rapport à cette galaxie qui est quand même soupçonnée. Il y a eu le procès avec Raphaël Enthoven et le Richard Malka. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille. Je ne parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne... Vous dites pas... Écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays. D'accord ? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà, là, je vous reproche, pourquoi vous faites ce lien ? Et là-dessus, il y a un débat, chère Nathalie, c'est un cri qu'on pourrait avoir. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman ? Quel est le rapport ? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman ? Ah oui ? Moi, je trouve ça intolérable de votre part. Intolérable, c'est pas intolérable. Il y a eu des Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut aider par... Enfin, écoutez... je ne sais pas d'où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite. Moi, déjà, je combats cette idée qui me semble être un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement. Donc là-dessus, soyons rigoureux. Il y a des musulmans de ce pays, ils ne peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient, et ça a été... Non, mais bon, il y a possiblement des antisémites. Enfin, il y a possiblement. Il y a des antisémites en France. Ce n'est pas les musulmans qui sont condamnables. C'est ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. D'accord. Bon, enfin, là, oui, mais si certains le font, c'est absolument détestable. Mais je veux dire, on a le droit de défendre le peuple palestinien. Totalement. On a le droit de critiquer Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien. Totalement. Sans être traité d'antisémite. D'accord. Ce qui est, et là, c'est utilisé par toute une série de gens dans le débat sur le plan international, de la part même du gouvernement israélien, et aussi dans le débat en France, pour disqualifier toute parole d'indignation face au massacre du peuple palestinien. Alexis Corbière, utilisé. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai voulu me rendre en Israël avec une mission de députés. Il y avait François Ruffin, il y avait une quarantaine et une cinquantaine d'élus, avec une association qui fait de la solidarité avec dans les territoires occupés, avec des villes, etc. Je veux dire, je me suis vu refuser le visa pour entrer en Israël, et l'ambassade de France en Israël a fait un communiqué comme quoi l'association qui organisait ça était une organisation terroriste, et que nous étions liés au terrorisme. Tout ça était délirant. D'accord ? Donc, dans la défense de la politique de Netanyahou, les autorités israéliennes utilisent des arguments parfois délirants. Soit en traitant les gens comme moi de terroristes ou de liés à une organisation terroriste, soit en traitant... Non, mais c'est le même débat. C'est-à-dire que la juste lutte contre l'antisémitisme se voit parfois, salie par toute une série de gens qui utilisent à tort et à travers
l'argument d'antisémite, même quand cela n'est pas vrai. Donc je D'accord. pense que ça n'aide pas. Voilà ce que je dis. Il faut qu'il soit Ça réintégré. n'empêche pas qu'il y ait Il faut qu'il possiblement... soit intégré, Julien Terry. Non mais là vous me demandez, vous et moi À on est votre incapables d'en juger. Mais- Il y a un dossier, il y a une procédure qui est en cours. Là aussi soyons rigoureux. Je veux dire, vous me demandez de réagir à des choses qui moi me choquent. Je viens de le dire. Après, il y a une procédure universitaire qui va avoir lieu. Cet homme a le droit de s'expliquer, Mais bien de sûr. voir dans quel contexte les choses ont été publiées. Est-ce qu'il est coutumier du fait? Puisqu'on parle de cette image, comment il en vient à récupérer une telle image? Est-ce qu'il l'a supprimée? Moi, j'en sais rien. D'accord. Vous voulez que je vous dise mon opinion, chère Nathalie Saint-Cry? C'est l'UNI, une association qui le dénonce. L'UNI se sont fait régulièrement épingler dernièrement l'extrême droite, comme l'UNI, ayant d'accord. fait des saluts nazis. Donc, je veux dire, je Pas me de- méfie enfin, je veux dire, à la aussi. limite- Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous, comme moi, comme nous sommes attachés à la rigueur et que je dois avouer que j'ai pas préparé pendant des D'accord, journée on va pas le passer sujet, la nuit. Allez, on a- je on pense avance. qu'il a le droit, Julien Terry, qui est une procédure. Et si cet homme est coutumier de paroles antisémites, doit être sanctionné. Si c'est une erreur ponctuelle sur laquelle il s'excuse, je crois qu'il voilà, il a le droit et puis il continuera à travailler. La condamnation, vous vouliez en parler de notre confrère voilà. Christophe Glaise, condamné aujourd'hui en Parce qu'on a pris Algérie le temps. à 7 ans de prison en appel. Inacceptable. Je veux dire, le délit de plume, c'est un journaliste, il a le droit de faire son travail. Si l'Algérie considère qu'ils veulent l'expulser parce que je ne sais trop quoi, très bien. Enfin, je veux dire, dont acte, mais 7 ans de prison, mais c'est comme Boilem sans salle. Enfin, je veux dire, ça n'est pas tolérable. Mais par-delà, est-ce que vous pensez qu'il faut hausser le ton? En gros, on a vu qu'il y On avait, il y avait deux, Oui. deux politiques. Il y a une politique à la Jean-Noël Barrot ou à la Laurent Nunez aujourd'hui qui est de dire on négocie en douce et on essaie de s'en Ah, sortir. Et la deuxième, qui est celle de M. Retailleau, qui est de dire on va au bras de fer. Vous êtes de quel Non, mais Retailleau, il fait de la politique intérieure en France, d'accord? En agitant le thème, là aussi, vous savez, nous sommes dans un pays à l'histoire douloureuse, l'Algérie, L'Algérie, vis-à-vis ouais. de l'extrême droite française et de la droite extrême. On refait la guerre d'Algérie en permanence, l'Algérie profiteur, l'Algérie menaçante, etc. Ça ne produit rien et ça mène aussi à ce que d'ailleurs en Algérie, il y a un gouvernement algérien qui est dur, un gouvernement autoritaire, qui profite aussi de ça pour durcir les relations et rien n'en sort. Moi, je suis pour qu'on retrouve des relations plus apaisées. On n'est pas obligé d'expliquer que c'est la faute aux Algériens, l'immigration, le chômage en France, etc. Tout ce discours assez détestable dont on vient de parler tout à l'heure, porté par des groupes de presse et des organisations politiques. Bon, donc je suis pour. Pas la peine de dire durcir quoi, non, mais il faut qu'on discute avec nos amis algériens, essayer de trouver les conditions à l'heure actuelle que le président Tebboune accorde une grâce à Christophe Glaise. Et puis, moi, je suis pas en coulisses et je pense qu'il y a des discussions qui ont lieu. J'observe que ça a été plus efficace, notamment de la part de nos amis allemands qui ont réussi à faire sortir Boilem Sansal et aussi, sans aucun doute, du fait que Laurent Nunez, qui est un homme que je respecte, je veux dire, parce que je pense que c'est un grand policier, je suis en désaccord avec lui politiquement, alors que Bruno Retailleau était un homme qui avait un agenda très politique et de politique intérieure, qui n'était pas toujours, à mon avis, le plus efficace dans cette affaire. Mais là, je veux penser, lors de la soirée, Reporters sans frontières avait fait une soirée dernièrement, j'ai eu l'honneur de voir, je pense notamment à la mère de Christophe Glaise, Madame Sylvie Godard. Enfin bon, je veux dire, j'imagine l'état dans lequel ils sont, d'une immense déception, mais il faut défendre la liberté de la presse, on veut le retour de Christophe Glaise rapidement, et j'espère avoir, enfin du moins, On les souhaite tous. une grâce présidentielle, parce que c'est de ça dont nous parlons. Ouais, non. Alexis Corbière, est-ce qu'il faut continuer, je change de sujet, est-ce qu'il faut continuer coûte que coûte à soutenir l'Ukraine? Oui, il ne faut pas lâcher l'Ukraine. De toute façon, il y a une agression de la part de Vladimir Poutine. Il faut l'aider, tel que nous le faisons. Il faut des pressions diplomatiques, des pressions internationales. Oui, 1000 fois oui. Maintenant, il faut le respect du droit international. Bon, maintenant, je souhaite, là encore, que ce que nous faisons se situe dans une volonté de pression diplomatique et pas d'un discours belliqueux qui nous entraînerait dans quelque chose. Vous parlez de discours puisque- belliqueux. Vladimir Poutine a dit hier nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. C'est pas celui-là que vous visiez. Non, si, attends, moi je suis ni Trump ni Poutine, hein, je vais vous dire non, mais les je parle choses par simplement. Non mais attendez, Poutine a agressé l'Ukraine, ça va de soi, et c'est inacceptable. Je suis pour. Il y avait un acquis de la Seconde Guerre mondiale qui est le droit international. J'observe qu'aujourd'hui, c'est le retour des puissances. J'évoquais notamment M. Netanyahou. Je vois bien comment M. Trump se positionne dans beaucoup de choses. Et la Russie aussi, le retour des puissances. Il n'y a plus d'accords internationaux, etc. Et c'est extrêmement dangereux. Nous, là-dedans, la France doit rester une puissance de paix. Une puissance, c'est-à-dire qui se fait respecter. En se préparant à la guerre? Alors, Alors là, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des discours anxiogènes Oui. récemment? Je fais Oui. référence oui. à celui du chef d'état-major des armées, M. Fabien Mondon, qui a laissé entendre, qui n'a pas laissé entendre, qui a dit en expliquant pourquoi qu'il fallait en gros se préparer à pouvoir... Alors, là aussi, discussion sérieuse. Premièrement, pour moi, c'est une question de principe. L'armée obéit aux politiques.
C'est le politique qui doit s'adresser à la nation s'il y a des choses qui doivent être faites et éventuellement des grandes décisions, etc. Ça n'est pas le chef, mais c'est pas n'importe qui. Hein, le CMA, le chef vraiment militaire de nos armées, n'a pas à aller devant les maires et avoir une parole provocatrice dont on se demande est-ce que c'est une autonomie des forces armées désormais qui s'adresse aux politiques, qui lui a donné l'autorisation de parler ainsi. À savoir qu'il a quand même dit des choses comme quoi il fallait qu'on ait la force morale d'accepter le sacrifice de nos enfants. Ça, c'est une parole politique, d'accord ? Et c'est le ministre des Armées, ou en particulier le président de la République, qui a la responsabilité, qui a été élu pour éventuellement... Donc, Sur le fond. non, mais c'est important, la forme. C'est important, la forme. Ensuite, sur le fond, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Qu'il faut préparer la guerre ? C'est-à-dire que, de deux choses une, que nous restions une puissance, que nous donnions les moyens à nos armées. Moi, j'ai soutenu la loi de programmation militaire dans un moment où il faut bien sûr que nous restions une puissance de premier rang. Mais je ne suis pas pour que nous nous engagions dans un processus qui consiste à dire au peuple français que nous allons nous engager dans un conflit militaire dans la décennie qui vient. C'est des paroles qui sont... Mais se préparer à se défendre face à un pays qui nous attaque tous les jours. Alors, mais là aussi, je vais vous dire, le paradoxe, que je suis parlementaire, elle est où la discussion à l'Assemblée sur le sujet ? Moi, j'ai ma propre stratégie. Il va y avoir une journée de débat. Il va y avoir une vote. journée de débat. On va bien sûr. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème de la Ve République, c'est que c'est le domaine réservé du président de la République. On n'en discute jamais. Quels sont nos objectifs d'ailleurs, même sur la question ukrainienne, la France, qu'est-ce qu'on défend par exemple ? Quelles concessions nous sommes prêts à faire ? Jusqu'où nous sommes prêts à aller sur des questions de défense ? C'est pour ça que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est facile les coups de menton pour créer une ambiance dans le pays qui consiste à dire que le problème, c'est pas le chômage, c'est pas les difficultés. Le problème, c'est que nous devons faire un effort et mettre en quelque sorte un peu de pousser dans le dos les députés en disant allez, acceptez un budget parce que comme nous sommes dans un moment extrêmement difficile, eh bien, il faut voter un budget même qui nous amène à faire des concessions qui suppriment 4000 postes d'enseignants. Moi, les menaces aujourd'hui du monde ne doivent pas me faire accepter cette politique d'austérité. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été notre invité ce soir. Les informés de France Info, tout de suite.